Pour moi, le point de départ, ça a été ton appel. Tu sais, du CEP, on a une grande pression de la billetterie, c'est-à-dire qu'on est très peu subventionné, puis tu sais, dans le flot, là, puis l'urgence, puis tout ça, dans ma tête, c'était hors de mes moyens. C'était Mm. des coûts très, très élevés. Puis le fait d'être locataire, ben j'étais comme, il n'y a rien à m'apporter. Donc, je pensais que c'était trop hors de ma portée. Vraiment, je pense, c'était ça ma grande découverte avec des travaux que toi et Jean-Simon avez fait, c'est de réaliser que, ben non, il y a plein de choses qu'on peut faire. Dialogue, un balado-réflexion sur l'accessibilité aux arts vivants des publics issus de la diversité capacitaire. Épisode 5. Les établissements culturels, l'autre réalité. J'ai une posture de double allié dans ce projet. Je suis sensible aux réalités de mes participantes et participants issus de la diversité capacitaire, mais de par mon métier, j'ai aussi à cœur la situation des établissements et des compagnies culturelles, connaissant de l'intérieur leurs défis et leurs enjeux. J'ai conçu ce projet en espérant mettre en lumière les réalités de chacun afin de mieux avancer ensemble. Dans le cadre de cette recherche, j'ai donc aussi interviewé 26 établissements et compagnies culturelles pour comprendre leur processus d'accessibilité et positionner du CEP dans cet écosystème. Pour donner une voix aux jeunes spectateurs en situation de handicap qu'on entend bien peu, j'ai également organisé 2 activités complémentaires de recherche à Maison Théâtre. Située au cœur du quartier des spectacles à Montréal, Maison Théâtre est un lieu de diffusion reconnu pour le théâtre jeune public depuis 40 ans. Fondée en 1984, la Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse est née du rêve des compagnies jeunes publics qui souhaitaient un lieu pour présenter leurs spectacles dans des conditions professionnelles, après avoir longtemps travaillé de manière itinérante dans le milieu scolaire. Aujourd'hui, Maison Théâtre comprend 33 compagnies membres. Elle a pour mission de présenter des œuvres de qualité aux jeunes de 12 mois à 17 ans, à leur famille et à leur milieu scolaire. Elle soutient la relève et fait rayonner le travail des compagnies au Québec et à l'international. Maison Théâtre est aussi un précurseur en médiation culturelle, souhaitant être un lieu vivant d'ouverture, de bienveillance et de rencontres artistiques et intergénérationnelles. Depuis 2017, Sophie Labelle occupe le poste de première directrice artistique de Maison Théâtre et Isabelle Boisclair en assume la direction générale depuis 2018. Leur équipe est reconnue pour son dynamisme. Depuis 2 ans, Maison Théâtre s'engage pour l'accessibilité, offrant des représentations sensoriellement adaptées pour le jeune public autiste et une expérience d'audiodescription en 2023. J'ai eu envie de réunir Isabelle et Sophie, de même que Jean-Simon et Amélie Duceppe, directrice générale chez Duceppe, pour discuter ensemble des réalités du processus d'accessibilité de leurs institutions. Jean-Simon et Isabelle sur la genèse de leur engagement. Au niveau artistique, là, c'est sûr que nous, notre but en tant que directeur artistique, c'est d'être aussi, sensible à ce qui se passe autour de nous, dans plein de salles différentes. Fait que c'est sûr qu'on sentait qu'il y avait sur le radar ça, parce que de tout le temps, je veux dire, on a monté des pièces comme Des souris et des hommes, on a monté des pièces comme Tribu, Le bizarre incident, mais on le faisait toujours avec des interprètes qui allaient chercher en eux, apprenaient l'escu, par exemple, mais on n'avait jamais le souci de faire, ces artistes-là peuvent aussi être sur la scène, puis on a encore un très grand retard chez Duceppe d'ici, tu sais. Fait que quand tu dis rendu la main, c'est comme Amélie dit que ça a été vraiment, comment concrètement on peut réaliser ça. Là, on l'a fait pour les spectateurs, mais le prochain chantier, c'est de le faire aussi sur la scène, dans les équipes artistiques. Tu sais, la Maison Théâtre, ça fait 40 ans qu'elle est mise sur l'accessibilité. Puis là, je pense qu'elle a réalisé que c'était le temps aussi qu'elle décline autrement l'accessibilité, qu'elle en fasse le tour. Puis dans notre planification stratégique là, qu'on a faite pendant la pandémie, c'est devenu très clair que on souhaitait favoriser un accueil personnalisé et stimulant pour tous les publics. Donc, tous les publics, ça veut dire aussi les publics de la diversité capacitaire. Puis c'est pas juste être capable de les accueillir, c'est de leur offrir un accompagnement stimulant. Fait que c'est dans cette perspective-là qu'on développe des actions puis qu'on mène une réflexion continue, je dirais. Lors des travaux du comité, Jean-Simon a nommé 7 obstacles à l'accessibilité du CEP. Ceux-ci sont principalement liés à son statut de locataire, au coût et au financement des initiatives, aux habitudes des spectateurs ainsi qu'à la surcharge et à la préservation des équipes. Le milieu théâtral au Québec
particulièrement touchés par la pandémie, souffrent de ces problèmes. En décembre 2023, l'Institut de la statistique du Québec a rapporté que malgré une augmentation de la fréquentation des salles par rapport à 2021, le théâtre accuse encore un retard de 28 % par rapport à la moyenne pré-pandémique. La hausse des coûts due à l'inflation, la fin des mesures d'urgence et une baisse du financement public ont conduit au printemps 2024 à une mobilisation et à des manifestations d'un milieu culturel à bout de souffle et de ressources. Les institutions sont aussi affectées par les changements d'habitude de fréquentation des spectateurs. Une étude commandée par le Conseil québécois du théâtre en 2021 montre que le théâtre dépend fortement des abonnements, soit à 70 %, mais que ceux-ci ont chuté chez les jeunes générations, restant majoritairement chez les publics plus âgés. Le vieillissement des publics est une autre réalité qui influe sur les institutions culturelles, avec un âge médian de 57 ans pour le public de théâtre. L'INSPQ projette qu'en 2033, une personne sur 4 au Québec aura plus de 65 ans, augmentant les enjeux de santé et de limitation fonctionnelle, ce qui constitue le deuxième principal frein à la fréquentation des arts vivants selon l'étude du CQT. Le développement d'un lien avec diverses communautés de public en diversité capacitaire peut sans doute beaucoup apprendre aux établissements culturels. Isabelle, Amélie et Jean-Simon discutent des principaux obstacles à l'accessibilité rencontrés par leur structure. Moi, je pense que c'est le plus grand défi, c'est-à-dire que là, on s'est dit, OK, on est capable de le faire. On a les connaissances, on a certains outils, mais comment rejoindre? C'est là le défi et c'est ce qui prend le plus de temps. Chez nous, c'est vraiment ça, c'est ce qui nous, c'est faire rayonner cette offre adaptée, tout en ayant le souci que cette offre adaptée se fonde dans l'ensemble de l'offre de la maison théâtre, tu sais. Non pas stigmatiser un public, parce que l'offre, elle est quand même ce qu'on est capable de faire, parce que ça a aussi un coût. Ce qu'on est capable d'offrir, ça reste quand même limité. C'est 3 représentations sensoriellement adaptées. Là, une audio description l'année prochaine. Si on a un retour positif de subvention, il y en aura peut-être 3, mais ça reste quand même limité. Fait que c'est pas comme si on se disait toutes les représentations de la Maison Théâtre sont accessibles, sont à tous de manière égale. C'est pas vrai. Fait que, tu sais, il y a comme un message qu'on voudrait transmettre qu'on n'est pas capable de mettre, on n'est pas capable de faire la promesse qu'on souhaiterait faire. Fait que le défi, c'est rejoindre, puis c'est de financer ça. Fait que je pense que les services auxquels on doit faire appel sont pas structurés dans une logique qui nous permet de s'en saisir en fonction des budgets dont on dispose. Je pense qu'il y a quelque chose à structurer ensemble et avec ses partenaires d'expertise sur comment on rend ça accessible aux lieux de diffusion. C'est sûr que le financement est un enjeu majeur, là. Puis on est tous en attente de nos subventions quadriennales, puis on va prendre des décisions pour les 4 prochaines années en fonction de ça. Sinon, de notre côté, c'est aussi on n'a pas de contrôle sur l'ensemble de l'accueil, sur tout là. On a vu qu'on avait beaucoup de choses à faire sur notre site web, beaucoup d'informations à donner, puis que ça, c'est franchement pas compliqué à mettre en place. La recherche d'accessibilité des établissements culturels sans l'implication des communautés ciblées pourrait comporter des écueils selon plusieurs membres du comité. Des participantes et des participants ont témoigné de mauvaises expériences passées, jugeant certaines initiatives superficielles parce que non adaptées aux besoins réels des publics visés. Julie et Laurence du bureau de l'APA, Andréane de Théâtre Déchaîné ainsi qu'une membre du comité font part de leurs réflexions sur ces pièges potentiels. Et Carmen Papalia souligne l'importance pour les établissements culturels de s'engager dans un processus d'accessibilité, dans un dialogue continu avec sa communauté, sans l'attente de résultats immédiats. C'est ça qui arrive, c'est que si on fait juste, il faut le faire, il faut passer à l'action, comment... puis c'est aussi la mode là, de l'utiliser, le coller partout comme une étiquette. Un trophée. Un trophée, oui. Je veux dire, en tout cas, c'est là que je pense qu'on est à côté de la traque.
Ce serait quoi l'attitude idéale d'un lieu de diffusion pour... De sortir quand on arrive à sortir de l'esprit du marketing, quand on arrive à aller plus loin que ça, puis de se dire, ben oui, il y a juste eu 12 personnes sourdes qui sont venues voir le show pendant toute la saison, mais c'est pas grave, on va continuer cette façon de faire pour que ça devienne ancré, que ça vive, puis que la vague ait le temps de se rendre à la communauté vraiment, tu sais, ben, c'est comme on retombe vite dans ce qui est financier, tu sais, mais après ça, de sortir de cette étiquette-là, tu sais, les cases à cocher, là. Fait que ça serait comme carrément de sortir de cette étiquette accessible-là. Est-ce que ça serait utile de sortir de ça? Mais en fait, l'étiquette accessible est utile parfois, mais il ne faut pas que ça devienne un point de vente puis un point d'honneur. Quand les gens vont comprendre qu'au lieu de dire qu'un show est accessible, de pouvoir donner l'autonomie aux gens, de mettre le mot autonomie, les gens feront bien ce qu'ils veulent. Ils aimeront ce qu'ils veulent, les créateurs feront ce qu'ils veulent. Je voulais juste ajouter, c'est bien les représentations adaptées, spéciales pour des clientèles ciblées. Il faut peut-être que ça existe, mais moi, j'aurais une crainte. C'est celle de se dire, parce que vous avez des spectacles ciblés, allez à ceux-là, les autres, vous aurez pas... J'ai juste cette inquiétude-là. Tu sais, vous avez votre petit silo, puis restez dans votre petit silo. Ça, c'est comme... Il y a un petit élément un peu dangereux. C'est encore une fois une question de balance, mais ça, faut juste faire attention. Je crois qu'il est possible de créer un engagement relatif à ce sujet et de nouvelles façons de comprendre et d'attirer différents auditoires. Si nous nous penchons sur les pratiques d'accessibilité et si nous les traitons de façon plus ouverte et plus souple, et si les pratiques peuvent évoluer et changer au fil du temps, ainsi s'éloigner des pratiques exemplaires standards qui sont mises en place en ce moment, qui sont guidées par des normes de conception universelles. Parmi les compagnies et établissements culturels interviewés pour ce projet, les réflexions se rejoignent. 54% des organisations ont des initiatives implantées, certains depuis longtemps, d'autres depuis peu, tandis que 46% sont en processus d'accessibilité ou en gestation de celle-ci, indiquant ici que l'accessibilité est en train de devenir une préoccupation pour la plupart des établissements culturels. Depuis janvier 2022, 18 établissements et compagnies culturelles se sont réunis en une communauté de pratique en accessibilité universelle pour partager leur savoir-faire et développer les pratiques dans le domaine des arts vivants. Aujourd'hui, la communauté regroupe 64 membres, dont des théâtres, des compagnies de création, des organismes communautaires et parapublics, des chercheurs universitaires et des personnes de la diversité capacitaire. Cette évolution démontrant ainsi l'intérêt croissant du milieu des arts vivants pour ce sujet. Les enjeux communs des établissements culturels incluent la recherche de financement pour les initiatives, l'attribution des ressources humaines à l'accessibilité, la connaissance des problématiques des publics visés et le développement lent et exigeant de ces publics. Ceux qui choisissent d'investir dans des relations à long terme avec les communautés ciblées semblent réussir à ancrer plus solidement leurs initiatives dans le temps. Sophie, Amélie et Isabelle discutent de ce processus, de la mobilisation nécessaire des équipes et du développement d'une communauté autour de l'accessibilité de leurs institutions. Une des choses qu'on s'est dites avec Isabelle, c'est qu'on ne descend jamais. C'est-à-dire que ce qu'on établit, on le garde, puis l'année d'après, on en rajoute si on est capable, puis on en rajoute. Pour l'instant, ça a l'air un peu niaiseux, mais c'est ça. C'est ça le plan. C'est-à-dire de jamais aller en bas de ce qu'on a fait l'année précédente. Ça, c'est la première chose. Puis après, dans notre planification stratégique, on va voir comment ça va se déployer, puis là, quels objectifs on va se fixer, mais toujours en allant jamais en bas de ce qu'on a réalisé les années précédentes. Mais tu sais, ce qui me semble fondamental, puis c'est d'abord instaurer
cette culture-là ou cette préoccupation-là au sein de l'ensemble de l'équipe, parce que ça touche tout le monde, ça amène des réflexions puis des défis tant à la billetterie, à l'accueil, dans la programmation, avec l'équipe technique, dans la médiation aussi, ça touche l'ensemble des fonctions au sein d'un lieu d'accueil. Puis, il faut d'abord donner le goût. Je dirais d'une certaine façon que tout le monde, on se donne le goût, on a envie de faire ça ensemble. Notre équipe est petite pour la charge de travail qu'on a. Mais après ça, je trouve qu'à la visite tactile qu'on a faite, finalement, ça fait du bien à tout le monde. C'est ça et en le faisant, on s'en rend compte, puis ça devient moins une charge. Fait que, c'est la première petite étincelle qu'il faut amener. Après ça, tout le monde embarque, mais d'avoir quelqu'un qui a ça à cœur, puis qui nous le ramène comme sur notre dessus de pile ça aide vraiment, c'est certain, ça devrait, puis à force, ça va devenir un quotidien, puis ça n'aura plus besoin d'être ça parce qu'on va l'avoir intégré. Il y a toute la question de la communauté, qui est importante. On l'a évoqué récemment, mais pour moi, la communauté, ça veut aussi dire que j'ai besoin que les personnes qui ont besoin de ce que la Maison Théâtre met en place puissent se prononcer sur ce qu'on a mis en place, Mais, il y a deux choses. D'une part, il faut faire croître la clientèle qui a ces besoins-là. Puis d'autre part, il faut qu'elle soit impliquée, en fait, dans l'évaluation, puis le processus d'amélioration continue. La rencontre du public issu de la diversité capacitaire semble pouvoir transformer profondément les institutions culturelles. Sophie témoigne des changements induits par cette quête au sein de son équipe, puis Carmen Papalia parle de l'expérience de la Galerie Gachet. Chez nous, tout ça a transformé notre capacité à accompagner, accueillir, voire même à réconforter toute une panoplie d'enfants en situation inconfortable. Je dirais que la démarche envers les RSA particulièrement fait que maintenant, n'importe quel membre de notre équipe d'accueil est capable de reconnaître, puis d'accompagner un enfant qui se sent pas bien. Ça me touche beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui me rend fière aussi. C'est beau de voir ça. Fait que, nous autres, les toutoulots, puis tout ce que tu peux imaginer, ça fait partie de notre quotidien maintenant. Et tout le monde de l'équipe d'accueil a l'impression d'être plus à l'écoute de tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve qui était déjà présent. La qualité de l'accueil à Maison Théâtre, c'est quelque chose qui a toujours été reconnu. Veux pas, tu travailles avec une clientèle vulnérable. Fait que, c'est sûr. Mais là, ça a pris un niveau et ça transforme l'ensemble de notre équipe et de notre façon d'accueillir les gens. Puis ça me rend vraiment fière. Parce que oui, il y a des enjeux liés au lieu, mais en ce qui concerne les personnes, ça a pris tout un niveau. I don't think poor accessibility is going to be acceptable much longer. Je ne pense pas qu'une mauvaise accessibilité sera acceptable encore très longtemps. C'est comme le dernier sujet qui est abordé, je crois. Il y avait un cercle de lecture queer nommé Reverb à Vancouver. Ce cercle de lecture cherchait à créer un espace pour les auteurs queer à Vancouver parce qu'il n'y avait pas d'endroit convivial pour ce genre d'activité pour la communauté. Ils en ont finalement organisé une à la Galerie Gachet. Et bien sûr, c'est une galerie communautaire située dans le quartier Downtown Eastside qui s'adresse aux personnes souffrant de troubles de santé mentale. Ils ont décidé de rendre leur premier événement accessible pour un de leurs amis qui ne pouvait pas assister à la plupart des événements littéraires de la ville, car cette personne ne tolère pas les parfums. Cette personne souffre d'une maladie environnementale. Alors ils ont dit, OK, notre premier protocole d'accès sera un espace sans parfum. Et puis, à chaque événement suivant, ils s'engageaient à adopter une nouvelle pratique en matière d'accessibilité. Ce projet s'est bâti sur 7 ans. Ils l'ont construit sur cet engagement et ils n'ont pas eu besoin de recevoir de financement, juste l'argent que les gens payaient pour assister aux événements. J'ai eu la chance d'en animer en 2017, je crois. Et il y avait plus de 100 personnes qui sont venues à une lecture de poésie un dimanche après-midi. La salle était aménagée pour offrir toutes les pratiques d'accès. Leur politique d'espace sans parfum était probablement une nouvelle idée pour beaucoup d'endroits. Mais au sein de leur communauté, tout le monde savait pourquoi ils tenaient un événement sans parfum. J'aime beaucoup cet exemple.
parce qu'ils l'ont rendu possible sans avoir recours à du financement, en s'inspirant de leurs amis au début et ensuite de la communauté. C'est un bel exemple de la façon dont l'accessibilité peut naître et que toute une culture peut en découler. It's a beautiful example of how accessibility can blossom and a whole culture can grow from it. Dans le dernier épisode de cette série, nous aborderons les solutions d'accessibilité, celles proposées par les membres du comité et celles essayées en salle chez Duceppe. Dialogue est un balado d'Evelyne Payette-Dalpé, présenté avec le soutien de l'Office des personnes handicapées du Québec. Montage et habillage musical, Michel Héroux. Traduction, Léna Desjardins. Comédien, Michel Savard. Sous-titrage, traduction et interprétation LSQ, Cinéal et Jennifer Manning. Co-direction de recherche, Maude Gendron-Langevin et Guillaume Ouellette. Cette recherche a été rendue possible grâce au soutien du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, du ministère de la Culture et des Communications du Québec et du Conseil des arts de Montréal.